Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Multi 21. Je suis encore une fois en compagnie d'Aurélien Attard. Mon cher Aurélien, comment vas-tu? Euh, Bonjour Clément, je vais très bien et toi? Ça va très bien mon cher. Et aujourd'hui nous allons faire un bilan complet de la silly season, de la mad season, la saison des transferts en F1. Alors on a déjà fait une vidéo sur le cas Ricardo, donc on ne reviendra pas dessus. Déjà fait une vidéo sur le cas Alonso, on ne reviendra pas dessus. Et déjà fait une vidéo sur le cas Gasly, alors on ne reviendra pas dessus. On va plutôt évoquer le reste de l'actualité du plateau, c'est-à-dire ce qui se passe chez Ferrari, ce qui se passe chez McLaren, ce qui se passe pour nos jeunes Français, ce qui se passe chez Toro Rosso et quelques cas annexes, par exemple chez Sauber. On va commencer tout de suite par Ferrari, mon cher Aurélien. L'actualité brûlante, c'est chez les Rouges. Exactement, c'est la signature imminente désormais de Charles Leclerc en partance de Sauber. Le Monégasque en est à sa première saison en Formule 1 et pourtant il a bien impressionné, il a impressionné ses pairs, il a surtout impressionné Ferrari qui cherche à le faire monter en grade et les dernières nouvelles parlent d'un contrat dans la Scuderia pour 2019 à la place d'un certain Kimi Raikkonen. Exactement. Alors déjà, c'est quelque chose qui semblait un peu évident quand on regarde la progression du jeune homme. C'est quelqu'un qui a impressionné en F3. Il termine que 4ème lors de sa saison de F3, mais il avait fait une très bonne saison. La saison suivante, il gagne le GP3. La saison encore d'après, il gagne la F2. Il arrive en F1 pour sa première saison. Il écrase son coéquipier. Il marque beaucoup de points. 13 points déjà depuis le début de saison. C'est pas énorme pour un pilote Sauber. Et puis la deuxième raison pour laquelle ça paraissait plutôt évident, c'est la décadence de Kimi Raikkonen. On en a déjà parlé dans le bilan de mi-saison de Ferrari, mais Kimi Raikkonen depuis 4 ans et demi n'est plus ce qu'il était. Depuis qu'il est revenu chez Ferrari, il n'est plus vraiment le Kimi Raikkonen des débuts, ni celui qu'on a vu chez Lotus d'ailleurs. Et finalement, c'était plutôt logique d'un moment arrêter les frais. Alors oui, Kimi est l'ami de Sébastien, mais finalement, peut-être que la Ferrari fait un pas vers le titre en 2019 en prenant un pilote comme ça. Oui, tu as tout à fait raison. C'est pas en gardant Raikkonen et en l'associant avec Vettel que Ferrari va remporter le titre constructeur. On enregistre l'épisode au soir du Grand Prix d'Italie. Une catastrophe pour la Scuderia, on en parlera dans un autre épisode. Là, c'est clairement le tournant du championnat. Ferrari va perdre le championnat constructeur et c'est en engageant des jeunes talents comme Leclerc que Ferrari peut de nouveau remporter ce fameux championnat, un titre qu'elle n'a pas raccroché depuis 2008. Et puis, lorsqu'on parle des performances de Raikkonen, il ne faut pas oublier que depuis son retour chez Ferrari, Fernando Alonso avait réussi à faire un podium avec la SF14, ce que lui n'a pas réussi à faire. Et ensuite, Sébastien Vettel a pu gagner des courses en 2015, en 2017 et en 2018, ce que n'a pas fait non plus Raikkonen. C'est le seul pilote d'ailleurs du top 6 à ne pas avoir remporté de course sur ces 2 dernières saisons, puisque Daniel Ricciardo l'a fait, Max Verstappen l'a fait, Valtteri Bottas l'a fait, Lewis Hamilton l'a fait, Sébastien Vettel l'a fait, et lui non. Donc finalement ça paraissait un peu logique, vu ses performances en dedans par rapport aux 5 autres gros membres du paddock, de l'évincer. Bon, pour l'instant c'est que des rumeurs, mais ça a été confirmé par des hauts ponts de la Scuderia en off, donc ça va arriver dans les prochaines semaines. Et ça parle même du vendredi 7 septembre pour la date de l'officialisation. Il y a déjà certains journalistes italiens qui se sont permis d'officialiser la nouvelle sur Twitter. Il me semble aussi qu'il y a le petit-fils de Gianni Agnelli qui a fait de même. Tout à fait. Arrête-moi si je me trompe. Voilà. Oui, ce n'est pas encore fait, mais ça va être fait. Alors du coup le 7 septembre, cet épisode sera sans doute déjà sorti, donc voilà, on prend un peu de risque en avance, mais ça nous paraît tellement sûr que bien évidemment ça sera, on permet de s'avancer là-dessus. Le deuxième cas important du coup, alors pour Kimi Raikkonen, on parle de retraite, donc on va un peu passer sur ce sujet, mais nous allons évoquer maintenant le cas McLaren. Nous pensions en avoir fini avec cette écurie avec le remplacement de Alonso par Carlos Sainz Jr. et la retraite de Fernando Alonso, retraite pour l'instant. Eh bien, le deuxième baquet a bougé aussi puisque McLaren a décidé de se séparer de son jeune et talentueux pilote Stoffel Van Dorn qui vit une saison très compliquée pour un autre jeune et talentueux pilote, Lando Norris. Qu'est-ce que tu as pensé de ce changement ?
Je suis assez désolé pour Stoffel Vandoorne qui a passé 2 années de galère au sein du team McLaren et qui au final se retrouve dans la même position dans laquelle s'est retrouvé Kevin Magnussen il y a quelques années. On peut très bien faire le parallèle. Magnussen qui avait tout écrasé dans les formules de promotion, qui débarque en Formule 1 chez McLaren, qui fait une saison et qui au final est débarqué alors qu'il n'avait pas été ridicule, loin de là. Et puis Van Dorn, c'est pareil, si ce n'est qu'il n'a fait une saison supplémentaire. Il est clair que cette année, c'est beaucoup plus difficile pour lui. Battu sans cesse par Alonso en qualification ainsi qu'en course, beaucoup d'abandons. En revanche, très peu d'erreurs en piste. Bon, il a au moins, il a au moins ça pour lui. Ouais, c'est assez difficile. On sait tous que la McLaren est une très mauvaise voiture cette année. On ne sait pas vraiment de quoi il est capable dans une bonne voiture, puisque en 2017 il avait un moteur Honda, puis aussi le châssis n'était pas fameux. Donc ouais, c'est assez dommage pour lui, surtout qu'il n'a pas de grosses opportunités en Formule 1 en dehors de McLaren. On va reparler de ces deux opportunités sans doute. On en reparlera bien sûr. Mais bon, mon sentiment pour Van Dorn, c'est un goût d'inachevé. Est-ce que toi, alors je suis d'accord avec toi sur ce point. Moi, j'aime pas spécialement Stoffel Van Dorn, mais je trouve ça très triste de le laisser partir comme ça. Moi, ce que j'ai peur avec l'arrivée de Lando Norris, c'est que ça fasse finalement comme Kevin Magnussen, tu l'as évoqué, comme Stoffel Van Dorn, c'est-à-dire qu'on grille un jeune de plus, et puis après on passera à Nick De Vries, et puis peut-être à un autre après. Voilà, on met des jeunes pendant 2-3 ans, ils servent de fusibles, et puis on les débarque quand on en est plus satisfait. Il y a aussi un argument qu'on peut donner à McLaren, c'est qu'ils ont enlevé Fernando Alonso, ils ont enlevé toute l'équipe dirigeante autour d'Eric Boulier. Il était logique qu'ils continuent avec le deuxième pilote et qu'ils repartent vraiment de zéro au niveau des pilotes et du staff technique en entier, sans garder une trace du McLaren désastreux des années Honda. Et Stoffel Van Dorn faisait partie de ce McLaren des années Honda puisqu'il est là depuis le début. Bien sûr. Et c'était somme toute logique de le faire partir lui aussi finalement. Je suis pas forcément d'accord avec toi. Je pense que Van Dorn aurait été d'une grande aide l'an prochain. Il aurait pu déjà apporter un gros bagage technique. Ça aurait été sa 3e saison dans l'élite. Et puis il aurait pu donner des pistes aux ingénieurs, leur dire voilà, la voiture en 2018 se comportait comme ça, là cette année elle est comme ça, c'est mieux, c'est pas mieux, on pourrait aller dans une voie. Il aurait pu même prendre le leadership dans l'équipe. Et puis non, finalement ils prennent le pari de prendre deux rookies. Sainz qui n'a jamais piloté une McLaren de sa vie et Lando Norris qui a juste fait 2 séances d'essai libre dans toute sa carrière. C'est un pari risqué, je dis pas que le pari ne va pas se révéler payant, mais il est quand même vachement risqué. Il est risqué effectivement, et puis on verra comment ça se goupille, mais en tout cas on est très triste pour Stoffel Van Dorn. Et justement Stoffel Van Dorn, on va en parler, puisqu'il fait partie d'une myriade de pilotes qui sont évoqués pour 2 baquets, les baquets Toro Rosso. Alors Red Bull se trouve dans une drôle de situation, puisque Gasly est promu chez l'écurie mère après le départ de Ricciardo. Il reste donc 2 baquets, celui de Hartley et un vide. Le problème c'est que depuis le début de la saison, Helmut Marko ne fait que cracher sur Brendan Hartley. Et donc on se met à imaginer aujourd'hui 1 à 2 baquets libres. Alors les candidats, on les connaît à peu près. Il y a déjà les jeunes pilotes Red Bull, que sont Fukuzumi et Tictum. Il y a naturellement Brendan Hartley qui est candidat à sa propre succession. Des gens qui vont être dans le même cas que Brandon Hartley, c'est-à-dire que Red Bull va rappeler ses ex, Buemi a fait mouler un baquet et Kvyat a aussi été évoqué. Et puis enfin, on va évoquer aussi le cas de Sean Gedael qui a fait des essais avec Red Bull en 2017 et qui a toujours été évoqué près de ses baquets, et de Stoffel Van Dorn qui a été proposé par McLaren à Toro Rosso. Mon cher Aurélien, dans ce grand n'importe quoi, qui vois-tu remporter la mise et le baquet Toro Rosso pour l'an prochain ? C'est une drôle de situation chez Red Bull, tu as trouvé le bon mot. Eux qui avaient une pléthore de pilotes pouvant prétendre à la Formule 1 autrefois se retrouvent fort dépourvus lorsque la bise arrive. Donc c'est assez compliqué parce que au final, à l'heure actuelle, il y a seul Hartley et peut-être Buemi qui peuvent prétendre à un baquet parce que Tictum n'a pas assez de points pour une super licence.
Même situation pour Fukuzumi. Même situation pour Gelael qui en plus a deux mains gauches. Donc Hartley, en plus déjà qu'il ne fait pas l'unanimité dans son équipe, Toro Rosso va devoir faire avec et le prolonger. Buemi qui s'est fait virer il y a 5 ans de cela, qui va être rappelé, tout comme Hartley au final, parce que seul lui a la super licence. Après, certes, ils peuvent tenter de rattraper Van Dorn maintenant qu'il est libre de tout contrat, mais bon, ce n'est pas dans l'ADN de l'équipe, ce n'est pas dans sa philosophie d'engager, surtout pour Toro Rosso, d'engager des pilotes qui sont étrangers à la famille Red Bull. Est-ce que tu penses qu'un retour de Daniel Kvyat serait préférable à les performances de Brendan Hartley qu'on voit actuellement? Daniel Kvyat avait un sacré coup de volant en 2014 et en 2015. Il termine d'ailleurs devant Ricciardo au championnat cette année-là. Même sur la deuxième partie de 2016, quand il reprend ses esprits, il est pas mauvais. Bien sûr, mais je vais revenir d'ailleurs à cette saison 2016. En fait, il a complètement été lâché par Red Bull en 2016, même s'ils l'ont gardé dans leur famille en le rétrogradant chez Toro Rosso, mais ça l'a assommé et il a perdu tous ses repères. J'imagine qu'il essayait de leur prouver quelque chose en peut-être surpilotant pour regagner sa place chez Red Bull. Bon, le surpilotage en Formule 1, ça ne paye pas, et il a eu des accidents à l'appel. Mais quand il est dans une bonne situation psychologique, quand il est vraiment serein, c'est un tueur en piste. Kvyat, il est vraiment très très bon. Donc oui, mais même meilleur que Hartley. Hartley, c'est plutôt typé endurance que sprint, que Formule 1. Donc oui, Red Bull ferait une bonne opération en le rappelant. Maintenant, ils l'ont viré 3 ou 4 fois. Enfin, c'est une situation rocambolesque pour Kvyat. Ça serait bête pour lui d'accepter l'offre, étant donné qu'il reviendrait dans l'équipe qui l'a jeté comme un malpropre l'an passé. Après bon, c'est son choix, après tout, c'est pas le mien. Exactement. Et puis si on évoque, tu as évoqué le cas du réservoir Red Bull, on peut aussi se demander quelle image est envoyée à Dan Ticknum et Nirei Fukuzumi quand tu vois qu'en l'espace d'1 an et demi, ils ont viré Nico Kari, Richard Verschoor, Sergio Sette Camara et Louis Leeds, qui sont quand même pas du tout 4 peintres. Richard Verschoor, c'est 2 titres en F4. L'ami Sergio Sette Camara, c'est un peu moins bon, mais quand même, il a fait des bonnes places d'honneur à Macao et puis à Zandvoort, notamment dans les grosses courses de F3. Et puis cette année, il performe pas mal en GP2. Nico Kari, il a aussi été très bon, il a gagné aussi la F4, il a fait des très bons résultats en F3. Quelle est l'image donnée à ces jeunes-là quand tu vois que des jeunes talentueux qui ont été soutenus par Red Bull ont été lâchés au bout d'1 an ou 2, dans le maximum des cas, en ayant eu des bons résultats juste sur une saison un peu moins bonne? Ça peut les effrayer, ça doit beaucoup les effrayer. Il y a une certaine époque, la filière Red Bull était synonyme d'espoir, parce que c'est grâce à elle qu'on a pu voir des talents éclore. Je pense surtout à Scott Speed. Il faut le savoir, grand amour de ma part pour Scott Speed. Exactement. L'homme qui a dit un jour dessinez-moi des virages, n'importe lesquels, je prendrai toujours façon la plus rapide j'aurai toujours la façon la plus rapide de les prendre. Et ça, il y en a qu'un pour le dire, et c'est pas Jim Clark, c'est Scott Speed. Ce n'est pas pour rien que je le name drop ici et maintenant. Blague à part, il y a Liuzzi qui a gagné le dernier championnat de F3000, Buemi qui a gagné le premier championnat de Formule électrique. Donc ils ont donné leur chance à de gros talents. Et puis aujourd'hui, si on regarde bien, la dernière vraie pépite de Red Bull qui a eu droit à sa chance et qui a été vraiment soutenue sans cesse de ses débuts en Formule 1 jusqu'à maintenant, c'est Max Verstappen. Et c'est pas demain que Red Bull fera la même chose, donnera le même traitement à l'un de ses propres pilotes. Après, Buemi a eu un traitement, et c'est pour ça qu'il est favori pour le baquet, c'est qu'il est toujours en fait pilote Red Bull, malgré son départ en 2011 du team, malgré toutes les affaires rocambolesques avec Red Bull. On est en 2018 et 7 ans après, il continue d'être un pilote soutenu par Red Bull.
Après, le problème de Buemi, c'est qu'il a déjà 2 championnats à jouer, le championnat d'endurance où il a la meilleure voiture et le championnat de Formule 2 où il a théoriquement la meilleure voiture aussi. Donc est-ce qu'il va se risquer à un retour en Formule 1 en fond de grille, ou est-ce qu'il va leur dire qu'ils sont bien gentils mais qu'il préfère être où il est? C'est ce qu'a fait Jean-Éric Vergne aussi, qui a Exactement. un énorme baquet en Formule 2 et qui est champion en titre et qui a un très bon baquet en LMP2, le baquet G-Drive. Il avait toutes les raisons de ne pas y aller parce qu'il avait tout à perdre. Est-ce que Buemi va pas faire pareil? Est-ce qu'on ne peut pas finalement assister à des retours de personnages improbables comme Daniil Kvyat ou encore Raim Alguersuari qui sort de sa retraite? Alguersuari, ça risque d'être légèrement compromis, mais on a vu Buemi faire un moulage de son baquet dans l'usine Toro Rosso à Faenza en Italie il y a quelques jours. Donc c'est pas anodin. C'est pas C'est pas anodin anodin. bien sûr, mais pour quelle raison irait-il se brûler les ailes? On ne sait pas. On ne sait pas, mais il faut savoir aussi qu'en Formule 1, Renault va céder sa place à Nissan. Ils font partie du même groupe, mais ça va être une nouvelle équipe. Nico Prost, d'ailleurs, fait partie des quelques fusibles qui ont sauté. Alors, est-ce que Buemi fait toujours partie des plans du groupe Renault-Nissan, ou alors veulent-ils tabler sur une nouvelle génération de pilotes? Je ne sais pas. C'est d'ailleurs peut-être ça qui l'a poussé à aller chez Toro Rosso. Et puis on peut aussi se poser la question pour Buemi, c'est que le calendrier va peut-être s'alléger puisqu'il va piloter pour Toyota en endurance et pour Nissan en Formule 1, plus étant soutenu par Red Bull Honda en F1. Il y a forcément un des 3 japonais qui à un moment va lui dire stop et qui va le libérer, et ça, que ce soit la Formule 1 ou l'endurance, peut-être qu'un des deux va le libérer et va lui permettre de s'engager en F1, on ne sait jamais. Oui, c'est tout à fait probable, oui. Euh, à mon avis, ça risque de se jouer entre Honda et Toyota, étant donné que c'est les deux constructeurs qui ont la plus grosse rivalité, plus que Nissan. Voilà tout. Très bien, eh bien nous allons ensuite évoquer l'avenir de nos Français. Alors, l'avenir de Pierre Gasly, on l'a déjà évoqué dans une autre vidéo et puis il s'annonce plutôt bon pour le moment. Il y en a un autre à qui l'avenir s'annonçait radieux il y a à peine une saison et qui aujourd'hui est dans une mouise pas possible, c'est Esteban Ocon. Le deuxième pilote français qui n'a pas signé de contrat pour 2019, c'est Romain Grosjean. On va d'abord évoquer le cas d'Esteban Ocon parce que c'est un cas très intéressant. Tout d'abord, par rapport à tout ce qui s'est passé chez Racing Point Force India, bien évidemment. Et ensuite, parce que plusieurs écuries ont évoqué, notamment McLaren, avoir approché Esteban Ocon, mais avoir été freiné par ses liens avec Mercedes. Donc finalement, est-ce que le plus grand ennemi d'Esteban Ocon aujourd'hui, c'est pas son plus gros soutien? Oui, exactement, oui. D'une part, c'est grâce à Mercedes qu'il a pu accéder en Formule 1 chez Manor en 2016, car ils étaient autorisés par Mercedes. C'est grâce à ses liens étroits avec Mercedes qu'il a pu upgrade chez Force India l'année d'après. Mais là, du coup, c'est un peu le revers de la médaille. Euh, les équipes qui ne sont pas motorisées par Mercedes vont logiquement lui fermer la porte. Et du coup, c'est ce qui est en train de se passer chez Renault et chez McLaren. La place qu'il occupait chez Force India est comment dirais-je, en danger, car maintenant il y a des forces bien supérieures à Mercedes dans l'affaire, des forces canadiennes, des forces obscures. La seule porte de sortie qu'il peut avoir, c'est Williams. Mais Williams, J'allais te demander pour le baquet Williams justement, est-ce que Williams ne peut pas faire un junior team? On a déjà parlé dans l'épisode sur Williams, sur le bilan de mi-saison, mais est-ce que tu penses que c'est vraiment sa seule porte de sortie aujourd'hui? bien sûr, bien sûr. C'est la seule équipe, mis à part Force India, qui est motorisée par Mercedes. Par contre, elle est en manque d'argent, un cruel manque d'argent. Stroll va partir, Martini va partir. Alors, je vois mal Ocon arriver la bouche en cœur avec aucun budget. Peut-être que Mercedes va quand même réussir à le placer, j'imagine, en baissant sa note sur les moteurs ou alors en privilégiant un partenariat technique avec Williams. Il y a plusieurs journaux qui en parlaient cet été d'une alliance entre Williams et Mercedes, et puis ça serait pas bête, parce que Ferrari a déjà son junior team avec Sauber, Red Bull là depuis belle lurette avec Toro Rosso. Par contre, ça risque de faire grincer les dents, parce qu'il y a Renault qui est monté au créneau, justement sur ses équipes B, et peut-être que la FIA va décider, va faire quelque chose à ce sujet. Bah après,
Après, Renault crie sur ses... Alors c'est un autre débat, mais Renault crie là-dessus, mais essayer à un moment avec Caterham de monter quelque chose de similaire, donc bon, c'est toujours des histoires d'intérêt. Mais si on revient plus particulièrement sur le cas Williams, Ocon, malheureusement, même en étant jeune protégé Mercedes et même en se disant qu'il va pouvoir bénéficier de cet avantage-là, on peut se poser la question parce qu'il y a aussi George Russell qui tape à la porte, qui est actuellement leader de la Formule 2 et qui pourrait être préféré par Mercedes de la même façon que Mercedes a préféré Ocon à Verlaine pour se baquer Sauber justement. Tu penses pas? Oui, ça risque d'arriver. Parce que Russell a déjà conduit la Mercedes lors des essais privés en 2017. Ocon l'a fait aussi, bien sûr. Mais bon, pour l'instant, c'est Russell qui a la cote. Après, ça laisserait un goût amer en fait de mettre Ocon sur la touche au profit de Russell, non pas parce que je suis français et donc chauvin, mais parce que Ocon a beaucoup plus prouvé que Verlaine en Formule 1. Verlaine a certes marqué des points avec Manor et Sauber, mais c'était sur quelques épisodes étalés sur une quarantaine de courses, alors que Ocon marque régulièrement des points, devance régulièrement Pérez, qui a été un pilote McLaren, donc c'est pas rien, qui a été tout proche d'un podium, qui a signé plusieurs qualifications brillantes. Donc ouais, c'est assez incompréhensible qu'il se retrouve dans une telle situation aujourd'hui. Après, il y a un argumentaire qu'on peut donner aux anti-Ocon et qui va peut-être jouer en sa défaveur, c'est-à-dire que l'année dernière, Lance Stroll, avec la 10e voiture du plateau quasiment, a fait un podium, là où Esteban Ocon, avec la 4e voiture du podium, n'en a pas fait. Donc c'est peut-être aussi, voilà, c'est l'argument que donnent certains anti-Ocon du côté canadien de l'Atlantique. Mais ça peut s'entendre aussi, c'est qu'il a fait un énorme job, mais peut-être qu'il lui a manqué l'exploit qu'a marqué réellement et qu'on va passer au suivant côté Mercedes, comme on est passé de Verlaine à Ocon, comme on est passé, voilà, c'est des cycles et on est très malheureux pour Esteban Ocon, mais j'ai bien peur que ça sente au moins momentanément la fin de son aventure en F1. Ah oui, c'est bien que tu dises momentanément, mais à part Williams, aujourd'hui, il a vraiment personne. Vraiment personne. Alors peut-être qu'il peut manger son pain noir et accepter un poste de pilote essayeur ou pilote de développement chez Mercedes jusqu'à ce que Valtteri Bottas prenne la porte. Ça ne devrait pas tarder vu son manque de performance à l'heure actuelle. Ou alors il peut faire comme Buemi, comme Vergne et rebondir et être heureux dans d'autres catégories de sport auto. Oui, et puis encore une fois, si Bottas est viré, rien ne nous garantit que ça sera Ocon qui aura la place et pas George Russell justement. Voilà, c'est un peu le danger du moment pour Esteban Ocon, malheureusement, c'est que le jeune pilote anglais est plutôt performant. Si on parle de l'autre pilote français, mon cher, Romain Grosjean chez As, toujours pas signé son contrat. Bien évidemment, l'ami Romain a connu des meilleures performances par le passé que cette saison, mais il reste un pilote plutôt sûr. Il était là depuis le début de l'aventure As. Alors, est-ce que As va prendre le risque de changer son line-up ou va garder Grosjean? Qu'en penses-tu? Que dis-tu? Il y a Gunther Steiner qui dirige l'équipe As, qui s'était montré très critique cet été quand Grosjean faisait n'importe quoi en piste. Et puis ces derniers temps, il a un petit peu adouci son discours sans pour autant effacer ce fameux côté critique. Il y a une espèce d'épée de Damoclès qui pend au-dessus de la tête de Grosjean et bon, elle va continuer de pendre jusqu'à la fin de la saison. En fait, il faut que Grosjean reste dans cette forme s'il veut conserver son baquet. À mon avis, les dirigeants commencent à être plutôt agacés de ces couacs en piste et un nouveau faux pas supplémentaire serait synonyme de rupture de contrat. Mais est-ce que tu penses que Giovinazzi va pas la jouer à l'affectif et le garder un an de plus? Et puis surtout, s'il le garde pas, qui peut prendre As comme deuxième pilote? Puisque Santino Ferrucci, leur pilote d'essai, a une extinction de cerveau cet été et a décidé que prendre sa retraite à 21 ans, c'était mieux, en se faisant virer de partout. Et il ne s'est pas fait virer de As, figure-toi. As a continué de le soutenir, il est encore pilote d'essai de As. Il est encore pilote d'essai de As? Bien sûr, oui. Il y a Trident qui l'a lâché en Formule 2, mais As ne l'a pas lâché. Et comme quoi, les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Donc Santino Ferrucci apparemment est toujours là. Alors Giovinazzi, on va en parler plus tard, mais il se dirige vers une autre écurie.
Donc, qui pourrait prendre As? Et finalement, est-ce que Grosjean, ça va pas être à sa plus grande joie, lui, un choix par défaut pour eux, malheureusement ou heureusement, selon de quel point de vue on se place. Tu as parfaitement raison. Grosjean, c'était un choix par défaut. Après, As peut tenter de débaucher d'autres pilotes, Van Dorn, Ocon. Mais bon, étant donné que As est étroitement elle aussi liée à Ferrari, ça serait bizarre, tu vois, pour eux de prendre de tels pilotes. As peut jouer la carte de comment dirais-je, du patriotisme en embauchant des pilotes américains, même si l'an passé ou il y a 2 ans, Steiner avait clamé haut et fort que les pilotes américains n'avaient pas le niveau pour la Formule 1. Peut-être que Ginas est d'un avis contraire et soutient mordicus qu'un pilote américain ferait du bien à As. On peut penser à Alex Rossi par exemple, qui est à 2 doigts de remporter le championnat d'IndyCar et puis a eu une expérience en Formule 1 il y a quelques années. Il y a Newgarden aussi, champion d'IndyCar, qui a un bon coup de volant chez Penske. On parlait de Newgarden activement en fin de saison dernière, et effectivement, le seul frein de Newgarden, c'est qu'il n'était pas encore, il n'avait aucune expérience en F1. Là, pour le coup, Rossi, on sait qu'il a une expérience en F1, il a un bon coup de volant, il a fait une très bonne saison en IndyCar, donc effectivement, ça peut être la grosse cote. Alors, ça serait sorti nulle part là. C'est vrai que ça serait sorti nulle part et ça nous surprendrait tous. Mais bon, quand on y réfléchit bien, c'est pas idiot comme raisonnement. Bien sûr, bien sûr. Autre chose à ajouter sur As? Eh bien écoute mon cher, non, on peut passer au cas suivant je pense. Le dernier cas qui nous intéresse, alors c'est un peu moins sexy que tout ce dont on a parlé aujourd'hui, mais c'est Sauber, puisque bien évidemment vu qu'on a évoqué Charles Leclerc chez Ferrari, il reste un baquet Sauber, je dis bien un et pas deux puisque le deuxième est complètement bloqué par Marcus Ericsson qui le gardera à vie, au moins jusqu'à la mort de la F1. La solution la plus probable étant la deuxième. Et du coup le deuxième baquet devrait revenir bien évidemment un jeune pilote Ferrari puisque Frédéric Vasseur ne veut pas perdre ses liens avec nos amis italiens, et dans ces cas-là le pilote qui s'impose c'est un pilote qui a déjà piloté 2 Grands Prix pour Sauber, Antonio Giovinazzi. Ça paraît être le choix un peu de la raison. Oui, tout à fait. Il y a pas longtemps, dans la presse, Frédéric Vasseur coupait court aux rumeurs Van Dorn, car Van Dorn avait remporté le championnat de GP2 chez Hart, qui était à l'époque dirigé par Vasseur. Vasseur avait d'ailleurs couvert d'éloges le Belge. Mais bon, là, ce n'est pas dans son intérêt d'engager Van Dorn à l'heure actuelle. Il vaut mieux, bien sûr, engager Giovinazzi, qui est un pilote de la Ferrari Young Driver Academy, espèce de réserve de jeunes de la Scuderia. Donc ouais, il a l'expérience F1. Il a déjà fait plusieurs séances d'essai libre pour le compte de Haas et pour le compte de Sauber entre 2017 et 2018. C'est l'avenir aussi, il est relativement jeune. Il a tenu tête longtemps à Gasly lors de sa campagne victorieuse en GP2. Le choix parfait. Bah écoute, je pense qu'on est plutôt d'accord sur ce transfert-là. Ça paraît plutôt évident et puis ça paraît être le choix plutôt parfait. Alors on n'a pas encore tout évoqué, toutes les écuries, puisqu'il reste encore des sièges de vide, mais on n'a pas plus d'informations que ça. Bien évidemment, lorsqu'on parle de Williams, là on ne sait rien du tout, donc pour l'instant on ne va pas en parler, mais exactement. On est sûr que du coup, grâce à nos amis britanniques et grâce à tous les cas qu'on a évoqués et qui ne sont pas bouclés, comme le cas Toro Rosso et le cas As, la silly season va continuer encore, et c'est vrai que cette année on a un très bon cru et on ne sait plus où donner de la tête, c'est du grand n'importe quoi, on aime bien ça, vraiment bien ça. C'est vrai, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant d'agitation. Je pense que la dernière fois c'était ça devait être 2014 avec Vettel qui annonce qu'il rejoint Ferrari, et du coup Alonso qui est obligé d'annoncer qu'il revient chez McLaren en défaut. Enfin, c'est la dernière fois qu'on a eu un aussi grand n'importe quoi. Mais depuis c'était à peu près calme ces 4 dernières années, et là ça revient en force, et on est très content, et on verra ce que ça va donner jusqu'à la fin de la saison, mais on espère encore avoir des Sergei Sirotkin et d'autres merveilles en F1 l'an prochain. Bien sûr, mais rassure-toi, ils seront de la partie, bien sûr. Mais ça me fait peur parce qu'il y en a de moins en moins d'étanches, et bon, nous verrons. Et tu peux être sûr qu'avec Ericsson, au moins, c'est parti pour durer. Et oui, mais le gars Marcus s'améliore d'année en année, et peut-être qu'un jour il comprendra comment fonctionne une voiture de Formule 1.
Et On l'espère. d'ici là peut-être que Sauber sera la meilleure écurie du plateau et que Marcus sera champion du monde. En attendant, nous on vous embrasse et puis on se dit à bientôt. Peut-être pas pour une prochaine analyse puisque les transferts ça sera que l'an prochain maintenant, mais pour d'autres vidéos. Et mon cher Aurélien, je te remercie. Merci à toi, au revoir. Au revoir.